Conseil des ministres extraordinaire demain matin, Raymond Barre serait reconduit, les commentaires d'Alain Duhamel. Le secrétaire général du PC à l'Élysée, une première pour la Ve République. Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas, la lutte pour le perchoir. Le groupe RPR reporte son vote à lundi. Sauvons la Bretagne, l'État décide d'assurer la gratuité des transports et de l'hébergement pour tous les groupes de volontaires organisés et agréés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'accélération de l'histoire politique s'est poursuivie encore aujourd'hui avec l'annonce d'un Conseil des ministres extraordinaire demain matin, 11 h. Cette fois-ci, ce sera le dernier de l'actuel gouvernement Barre et on saura alors rapidement si, comme cela paraît probable, Raymond Barre se succède à lui-même. Deuxième gros événement de la journée, c'est le plus significatif parce qu'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps, la rencontre d'un président de la République et d'un secrétaire général du Parti communiste. Depuis cet après-midi, c'est fait. Georges Marchais a rendu visite à Valéry Giscard d'Estaing, ce qui paraissait impensable il y a seulement quelques semaines. Et tout comme François Mitterrand, il a fait à l'issue de cet entretien une déclaration sur le perron de l'Élysée, une déclaration que nous vous livrons dans son intégralité. Le président de la République a invité le secrétaire général du Parti communiste français à s'entretenir avec lui de la situation politique au lendemain des élections, tout en rappelant au chef de l'État que ces consultations relevaient d'une interprétation des prérogatives présidentielles qui ne saurait avoir notre approbation. J'ai tenu à exposer à M. Giscard d'Estaing les grands problèmes qui devraient, selon nous, retenir l'attention prioritaire du gouvernement qu'il désignera et qui doit conduire la politique de la nation. Naturellement, nous sommes convaincus que la majorité qui vient d'être reconduite aux élections ne résoudra pas plus demain qu'hier les problèmes qui se posent à notre pays. Seules des réformes de structure profondes permettraient leur solution et nous continuerons de lutter pour les faire approuver et soutenir par notre peuple. Nous sommes donc résolument dans l'opposition, aux côtés de tous ceux qui ont exprimé leur volonté de changement démocratique en soutenant le programme commun. Dans cet esprit, un premier souci m'a animé au cours de cet entretien. Celui de faire entendre la voix des millions de travailleurs, de simples gens, dont la situation est aujourd'hui à la limite du supportable. À cet égard, j'ai dit au président de la République que la crise ne pouvait en aucun cas servir d'excuse aux énormes inégalités qui existent dans notre pays. J'ai exposé les mesures urgentes qu'il convenait de prendre, selon nous, afin de résoudre les difficultés les plus aiguës. Il s'agit notamment de l'amélioration du pouvoir d'achat, de la masse des salaires et en premier lieu du SMIC, qu'il faut porter à 2400 francs, du relèvement des prestations sociales, de l'abaissement de l'âge de la retraite, de la réduction effective de la durée du travail, de l'interdiction des saisies et des expulsions pour difficultés sociales. Il s'agit également de la lutte contre le chômage, qui exige de prendre des mesures indispensables pour sauvegarder l'emploi des jeunes et sauver les entreprises menacées. En second lieu, j'ai dit au chef de l'État que notre parti a pour préoccupation fondamentale le développement de la démocratie dans tous les domaines et qu'il est par conséquent favorable à tout pas en avant réel sur cette voie. Or, il y a beaucoup à faire à cet égard en France. Et il s'agit là d'un domaine qui est bien de la compétence du président de la République, gardien de la Constitution. En particulier, ai-je précisé, il est tout à fait indispensable de garantir et d'étendre les libertés syndicales, qui sont aujourd'hui l'objet d'atteintes graves et répétées.
Dans le même temps, il faut assurer la participation des travailleurs et des citoyens à l'exercice des responsabilités à tous les niveaux, dans l'entreprise, la cité, la région. Il faut assurer une information radio-télévisée plus objective et plus respectueuse du pluralisme. Il faut appliquer à toutes les élections la représentation proportionnelle, donner aux régions et aux communes des prérogatives et des moyens permettant la mise en œuvre d'une véritable décentralisation. Il faut garantir l'exercice des libertés démocratiques dans les départements et territoires d'outre-mer. Il faut permettre aux représentants de l'opposition de jouer un rôle actif dans la vie du Parlement. J'ai enfin souligné l'importance que notre parti attache à une politique d'indépendance nationale et au rôle actif que devrait jouer notre pays dans la recherche de la détente, de la paix, du désarmement. Le Parti communiste français entend mettre toutes ses forces au service de ces grandes priorités nationales. Afin de les faire entrer dans la vie, il poursuivra ses efforts en faveur de l'union de la gauche, du rassemblement populaire le plus large. Antenne 2 avait prévu d'inviter toutes les personnalités reçues à l'Élysée. M. Marchais avait été le seul à dire oui. Nous lui proposerons d'autres formules pour qu'il puisse s'exprimer sur nos antennes, ce qu'il a fait, je crois, assez fréquemment. Georges Marchais avait été précédé à l'Élysée par un homme qu'on n'a pas non plus l'habitude de beaucoup voir là-bas. Georges Séguy, le secrétaire général de la CGT, n'avait lui non plus jamais rencontré Valéry Giscard d'Estaing. En revanche, ce n'est pas le cas de Robert Fabre, qui était déjà venu au palais présidentiel. Et puis, autre visiteur de la journée, Raymond Barre, qui a clos cette série d'entretiens du président de la République avec des responsables politiques et syndicaux. Et Jean Le Canuet, entouré du bureau de l'UDF, premiers interlocuteurs d'une longue journée pour le chef de l'État. Premier reçu en effet ce matin à 10 h les dirigeants de l'UDF, messieurs Le Canuet, Soisson, Fourcade, Pinton et madame Françoise Giroud. L'entretien avec le chef de l'État a duré 1 heure. Nous avons suggéré au président un certain nombre de mesures destinées à accentuer la volonté de faire progresser la justice sociale dans notre pays. Nous avons également évoqué les problèmes des rapports avec l'opposition et nous souhaitons que la France ait à l'avenir une vie politique beaucoup plus décontractée, permettant les échanges dans le respect naturellement de la personnalité de chacune des formations politiques. Georges Séguy et une délégation de la CGT de 5 membres, dont le numéro 2 Henri Krasuki, sortent de l'Élysée vers 12 h 30. Ils y étaient rentrés 1 heure plus tôt. Nous avons répondu à l'invitation du président de la République avec la volonté de savoir s'il était possible de revitaliser les négociations sociales dans notre pays, s'il était possible de concevoir une fonction du syndicalisme de manière constructive. Et je voudrais vous dire, comme j'ai dit au président de la République, que nous n'avons pas imaginé un SMIC à 2400 francs à l'intention d'un éventuel gouvernement de gauche. C'est une revendication qui se pose au CNPF tel qu'il est et au gouvernement quel qu'il soit. Robert Fabre, à 17 h, pénètre dans le bureau du président de la République pour la 2e fois. La première, c'était il y a 30 mois, jour pour jour. Le président de la République m'a dit qu'il était parfaitement conscient de la nécessité de résoudre à la fois ces problèmes de forme et de rapport entre l'opposition et la majorité, et bien entendu que ces problèmes de fond, ce serait, car il ne faut pas, c'est vrai, mélanger les genres, ce serait l'objet du prochain gouvernement de les étudier et de les proposer au pays. Est-ce que vous croyez plus à sa volonté de réforme cette fois-ci que lors de votre première rencontre? Il a, cette fois-ci, ce qu'il avait en 1974, c'est-à-dire à peu près dans le pays la même proportion de Français qui l'ont approuvé, qui l'ont suivi. Et je pense qu'il s'agit d'une deuxième tentative.
je ne sais pas s'il aura avec lui une majorité qui sera plus ouverte que la majorité précédente. C'est ça le fond de la question. Enfin, cette série d'audiences à l'Élysée se termine par une entrevue avec le Premier ministre à 18 h. Raymond Barre ne fait aucun commentaire en quittant le palais présidentiel. Bien, alors essayons de faire un petit peu le point, Alain Duhamel. D'abord, Raymond Barre, on vient de le voir, son sort, finalement, il reste. Oh oui, tout le monde s'attend naturellement à ce qu'il reste Premier ministre, que demain il présente la démission du gouvernement, qu'il soit très rapidement renommé Premier ministre, et puis que le gouvernement soit constitué, composé entre l'élection du président de l'Assemblée nationale et le sommet européen. Donc entre lundi et jeudi. Oui, entre mardi et jeudi. En début de semaine. Bon, alors est-ce qu'on peut essayer de faire maintenant le point de l'ensemble des consultations qui ont commencé vendredi, et d'abord le bilan vu du côté présidentiel, du côté Valéry Giscard d'Estaing. Oui, du côté de Valéry Giscard d'Estaing, il est évident que l'ensemble de ces rencontres, c'est un bilan constitué un bilan positif, et que le président de la République est dans une phase qui est une phase qui se passe bien pour lui. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'il essayait de mettre sur pied ce genre de rencontre et que jusqu'à présent il n'y était pas parvenu. Ensuite parce que ça correspond à sa conception de la vie politique, disons une vie politique qui ressemble plus aux habitudes anglo-saxonnes qu'aux habitudes de la Ve République jusqu'à présent, que c'était quelque chose de très important et que personne finalement n'a manqué à l'appel. Alors, pour qu'il soit tout à fait satisfait, je dirais que maintenant ce qui est important pour lui c'est que ça continue, que ça ait des prolongements. Alors des prolongements, on peut imaginer qu'il en faut de deux natures, je dirais. La première, de façon peut-être un petit peu juridique, si vous voulez, c'est qu'il y ait des modifications de ce qu'on appelle, de façon un peu impropre d'ailleurs, le statut de l'opposition, c'est-à-dire que l'opposition est une place plus importante au Parlement, dans les commissions, dans les bureaux des commissions, peut-être à la tête d'une ou deux présidences de commission. C'est une possibilité. Le second, c'est ce que l'opposition réclame régulièrement, c'est-à-dire une expression plus large à la télévision, par exemple le droit de réponse quand il y a une intervention gouvernementale. C'est un second point qui est important. Mais je dirais que le plus important, me semble-t-il, c'est surtout ce qui n'est pas du tout juridique, et donc une question beaucoup plus de mœurs et de climat, et par exemple le fait que ces rencontres entre le président et les leaders de l'opposition se poursuivent régulièrement, et que notamment quand il y a des problèmes importants, par exemple de politique internationale, et bien à ce moment-là, il puisse y avoir, comme ça se pratique en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale, en Italie, des contacts réguliers et des conversations qui n'impliquent aucun accord, mais qui impliquent le fait qu'on ne se considère pas comme deux camps irréconciliables. Alors la même chose maintenant, vu du côté de la majorité, où là, ça n'a pas été sans quelques tensions. Oui, alors disons là, en simplifiant les choses, que du côté de l'UDF, tout le monde est très content et trouve ça très bien, naturellement. Que du côté du RPR, les réactions sont un peu chiffonnées, si vous voulez. D'abord parce qu'au RPR, on a estimé que c'est très bien de recevoir les leaders de l'opposition, mais enfin qu'il faut beaucoup plus penser aux leaders de la majorité. Et puis, comme toujours, entre ce qui est la décrispation dans les relations, c'est-à-dire M. Giscard d'Estaing reçoit M. Mitterrand, M. Marchais, et d'autre part, ce qui ressemble à l'amorce d'une modification entre les forces politiques, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle il y aurait un jour des renversements d'alliances ou des élargissements de la majorité. Il y a une frontière qui est évidemment une frontière de confiance réciproque. Sur le temps du soupçon. Et que le RPR manifestement a tendance à franchir. Alors maintenant le bilan pour la gauche. Alors pour la gauche, vous savez, les problèmes étaient très différents puisque François Mitterrand était depuis longtemps favorable au principe d'une rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, qu'il l'avait dit. Je dirais qu'après la défaite de la gauche aux élections, il y avait par-dessus le marché intérêt, et que si ça ne s'était pas fait, c'était pour des raisons d'opportunité, parce que jusqu'à présent, il craignait que ce ne soit une manœuvre de la part du président de la République. Cette fois-ci, il était clair que ça ne l'était pas. En plus, il a été invité le premier, donc on lui reconnaissait un rôle prééminent. Il y avait intérêt, le président y avait intérêt, ils sont donc tous les deux contents. Du côté du PC, c'est un peu plus compliqué, puisque jusqu'à présent, le Parti communiste était hostile à ce genre de rencontre. Ce qu'on peut dire, enfin pour aller à l'essentiel, ce qu'on peut dire, c'est que si le Parti communiste a accepté cette rencontre, je pense que c'est d'abord parce que depuis les élections, il est assez isolé, non seulement par rapport à la majorité, ce qui est normal, mais par rapport à la gauche, puisque la gauche non communiste lui en veut de l'échec de l'opposition, et donc que c'était une façon de rester dans le jeu politique. Troisième événement politique de la journée, un événement qui en fait n'a pas eu lieu, c'est la désignation par le groupe RPR de son candidat pour l'élection de l'Assemblée nationale. Alors l'affaire n'est pas si simple, il y aura finalement un seul candidat du groupe lundi, Edgar Faure, mais Jacques Chaban-Delmas se présentera lui aussi en candidature individuelle. On aurait pu croire que l'Assemblée tenait aujourd'hui une séance des plus importantes. Il n'en était rien et tous ces conciliabules avaient pour motif le choix du prétendant au perchoir que deux hommes de valeur, Edgar Faure et Chaban-Delmas, continuaient à se disputer. Dès l'ouverture du groupe, M. Chaban-Delmas devait déclarer « Puisqu'on me présente comme le candidat de la division,
je ne solliciterai pas les suffrages du RPR pour ne pas casser le groupe. Je ne suis pas l'homme des combinaisons et je regrette les calomnies déversées à mon égard. Je soumettrai ma candidature à la seule Assemblée. Réaction immédiate de Jacques Chirac, vous vous êtes engagé à demander l'investiture de vos pairs, vous devez aller jusqu'au bout et accepter le verdict de vos collègues. Alors, beaucoup de rumeurs, oui, beaucoup de chuchotements, exhortations, adjurations de M. Debré, de M. Mesmer, de M. Chirac, de M. Labbé n'ont pas fait céder M. Chaban-Delmas. Alors, qui est le candidat de qui là-dedans? Écoutez, je crois que, en fait, et M. Chaban-Delmas s'en est expliqué en aparté, il a dit que M. Chirac lui avait conseillé le lundi 20 mars d'être le candidat du RPR. Il a dit c'est pour moi un problème d'honneur et de morale, j'irai jusqu'au bout et je n'admets pas qu'on me traite de sous-marin de l'UDF. Ah, il s'étonne aujourd'hui d'avoir un candidat. D'avoir un autre candidat qui est M. Edgar Faure. C'est pour ça qu'il avait du reste parlé de malentendus sur nos antennes, vous l'avez entendu. Alors il y a tout de même eu un vote. Mais ce vote n'avait plus qu'un seul candidat qui était Edgar Faure. Alors donnez-nous le résultat quand même à titre indicatif. Oui, sur 138 votants, M. Edgar Faure a obtenu 109 voix. Mais il y avait 14 absents car il y a 152 RPR. Oui. Et il y avait 24 bulletins blancs et 5 bulletins nuls. Alors ça, on peut dire, c'est les hommes de Chaban, s'il faut oui, schématiser. M. Chaban-Delmas, effectivement, peut considérer qu'il sera élu à l'Assemblée avec ses 29 bulletins qui étaient blancs, plus les 115 voix de l'UDF. Mais il y a quand même une autre signification à ce vote. C'est que M. Edgar Faure est bien le seul candidat du RPR, qu'il a montré qu'il avait été assez puissant pour peser quand même dans les votes à venir. Et deuxièmement, en ce qui concerne M. Chirac, le groupe a montré qu'il ne marcherait plus au canon, et c'est justement ce que voulait éviter M. Chirac. Rendez-vous lundi, Daniel. Le groupe RPR qui a par ailleurs reconduit Claude Labbé à sa présidence. Même chose pour Robert Ballanger, qui sera cette législature encore le président du groupe communiste, un groupe qui aura lui aussi un candidat à la présidence de l'Assemblée, en la personne de Maurice Andrieux. Roger Chinot, de son côté, reste président de groupe à l'Assemblée, mais avec un effectif accru, puisqu'il s'occupera désormais des destinées du groupe UDF, qui chapeaute le Parti républicain, le CDS et le Parti radical. Enfin, dernière information politique d'une journée très chargée, le séminaire du Parti socialiste qui s'est tenu à huis clos à Suresnes, près de Paris. Le principe du huis clos, c'est que rien ne doit filtrer, et c'est vrai ce soir, rien n'a filtré de cette réunion. En matière sociale, cette déclaration d'André Bergeron au Figaro, André Bergeron qui s'exprimait davantage en vice-président de l'UNEDIC et qui prévoit un relèvement important des cotisations chômage en mai. La politique étrangère, maintenant, avec d'abord la visite du général Weizmann au Caire. Le général Weizmann, c'est le ministre israélien de la Défense, et pendant 2 heures, il s'est entretenu avec le président Sadat pour voir s'il était possible de reprendre les travaux de la commission militaire égypto-israélienne, travaux quelque peu en somnolents en ce moment. Négociations dans un climat tendu, car Menahem Begin lui-même est de plus en plus contesté par les députés et surtout par la population israélienne. Deuxième dossier étranger de ce journal, l'Argentine. Il est en effet de plus en plus vraisemblable que les 2 religieuses françaises enlevées là-bas il y a 3 mois ont été assassinées. Le Quai d'Orsay a demandé des précisions à l'ambassadeur d'Argentine à Paris. Et voyez-vous, ces assassinats, s'ils sont confirmés, sont découverts 2 ans, jour pour jour, après l'arrivée au pouvoir de la junte militaire. Bernard Benjamin. C'était il y a en effet 2 ans, le 26 mars 1976, les militaires argentins renversaient Isabel Perón, la dernière femme du vieux général. Leur premier objectif était de mettre fin aux activités de la guérilla, mission accomplie. L'ERP, l'armée révolutionnaire du peuple, et les Montoneros ont été littéralement décimés par les coups que leur apportait l'armée argentine. Pour le reste, une moyenne de 300% d'inflation par an, un pouvoir d'achat réduit de moitié pour les ouvriers, et surtout 5000 personnes actuellement détenues, 15 000 qui ont disparu, et entre 6 000 et 10 000 morts. Des chiffres qui témoignent de la violence de la répression en Argentine, des chiffres qui sont significatifs d'une espèce d'anarchie qui règne au sein du pouvoir répressif. On peut disparaître à tout moment dans ce pays. Le problème, c'est que l'on sait rarement qui est à l'origine de cette arrestation. L'armée de terre, la marine, l'aviation, la police, l'Alliance anticommuniste argentine, les groupes parapoliciers qui pullulent à Buenos Aires. Bref, ce qui explique le nombre élevé de disparus. Coïncidence, ce défilé militaire se déroulait il y a quelques semaines place de Mayo, en plein cœur de la capitale. C'est sur cette place qu'avaient été enlevées en décembre dernier les 2 religieuses françaises à quelques mètres du palais présidentiel.
Le Vatican disposait d'une médiation pour essayer d'obtenir la libération d'Aldo Moro. Voilà le dernier rebondissement d'une actualité réveillée par un message découvert hier soir. Un message de M. Aldo Moro lui-même, au ministre de l'Intérieur. Pas de doute, c'est bien l'écriture du président de la démocratie chrétienne italienne, mais il est vraisemblable que M. Moro a agi sous la pression. Il demandait au gouvernement de négocier avec les Brigades Rouges. Avec Victor Vramont maintenant, l'atmosphère très spéciale qui règne à Rome en ce moment et qui étonne un petit peu tous ceux qui connaissent bien la capitale italienne, qui a beaucoup changé en quelques semaines. Faut-il renforcer les pouvoirs de la police? Dans quelles limites? Faut-il créer des tribunaux spéciaux? Et pourquoi pas rétablir la peine de mort? Du gouvernement à l'homme de la rue, c'est une obsession. Comment arrêter le terrorisme? Le président d'un parti politique, qui n'a pourtant pas la réputation d'être réactionnaire, demande que l'on prenne des mesures de guerre pour riposter à la guerre que les Brigades Rouges ont déclarée à l'État. Le couvre-feu, quand il est nécessaire, l'état d'émergence, la mobilisation des forces armées, pas seulement de la police, et des procès assez réduits dans la procédure. On peut recourir aux tribunaux militaires, et voilà. Et s'il est nécessaire, la peine de mort. Mais la peine de mort n'existant pas en Italie depuis déjà longtemps, est-ce que ça s'appliquerait qu'aux terroristes? Ah, seulement aux terroristes, seulement, et pour une certaine période. C'est une mesure tout à fait exceptionnelle, mais c'est la réponse à l'agression continuelle. Le gouvernement italien n'ira pas jusque-là, mais des mesures ont déjà été prises. Détention à vie pour les ravisseurs si la victime a été tuée. 30 ans de prison en cas d'enlèvement politique. Garde à vue. Écoute téléphonique sans autorisation particulière. Tout cela a été décidé en accord avec les principaux partis politiques, y compris le Parti communiste. Seuls les radicaux, 4 représentants à la Chambre, seul le petit parti radical a protesté. Ces mesures sont antidémocratiques et inefficaces. Il y a quelqu'un qui dit la peine de mort pour les terroristes. Et je crois que surtout il faut les trouver, les terroristes, parce que ça fait, je crois, 4 ou 5 ans qu'on ne trouve personne. Donc je me demande à qui il faudrait donner la peine de mort, par exemple. Alors là, il se pose le problème de l'efficacité, si vous voulez, de la police, et pas le fait que la police soit plus ou moins armée. C'est pas ça exactement le problème. Mais alors là, ils ont barré des mesures seulement pour calmer l'opinion publique, mais qui sont absolument inefficaces, qui sont contre la Constitution, parce que je crois que l'interrogatoire sans avocat ou les écoutes téléphoniques sans autorisation, ils ne sont pas considérés, je crois, dans nulle part des mesures démocratiques. Un État démocratique a-t-il les moyens, s'il veut rester démocratique, de lutter contre le terrorisme? C'est un débat très important que les Brigades Rouges ont provoqué en Italie en organisant l'enlèvement d'Aldo Moro. Oui, ajoutons quand même que cela se passe à Rome et que le reste de l'Italie n'est pas aussi secoué par le même traumatisme. L'affaire Ampin maintenant, du nouveau avec 2 interpellations aujourd'hui et la localisation de l'endroit où le baron était séquestré ces dernières semaines. Oui, on sait à présent où le baron Ampin a été séquestré durant les 3 dernières semaines de sa captivité, mais seulement l'un des endroits, car souvenez-vous, il a été déménagé, entre guillemets, il a changé 3 fois de prison. Et cet endroit, eh bien, c'est un pavillon au 19 de la rue Marcelin Berthelot, à Savigny-sur-Orge, et l'on est sûr que c'est dans la cave de cet immeuble, de ce pavillon, que le baron Ampin a été séquestré. C'est-à-dire dans la région parisienne. Absolument. Et cela a été vérifié cet après-midi par le baron Ampin lui-même, qui est sorti de l'hôpital américain de Neuilly, où il était, et qui s'est rendu sur place à Savigny-sur-Orge. Il a reconnu plusieurs détails matériels que nous ignorons en partie, puisqu'ils font partie, ces détails, du secret de l'instruction. Alors ça pose des problèmes parce qu'on disait qu'il avait une cagoule sur la tête jusqu'à présent. Oui, mais il ne l'avait pas tout le temps, cette cagoule sur la tête. Il ne l'a passée que lorsque ses ravisseurs venaient lui apporter à manger. Souvenez-vous du scénario, vous vous rappelez qu'il était sous une tente dans un appartement, ses ravisseurs venaient lui apporter à manger, il toussait, le baron passait sa cagoule, on lui passait le plat, il mangeait, quand il avait terminé, le baron toussait et repassait le plat. Donc il ne portait pas tout le temps la cagoule. Et je vais vous révéler l'un des détails de cet après-midi à Savigny-sur-Orge, où le baron Ampin a reconnu, tenez-vous bien, un livre policier qu'il a lu pendant sa détention, et sur ce livre, le baron Ampin avait fait des marques, et il a reconnu bien évidemment les marques et le livre. Il a reconnu également la fourchette qu'on lui présentait pour prendre ses repas. Et détail atroce, horrible, mais nécessaire, cet après-midi à Savigny-sur-Orge, on a obligé le baron Ampin à repasser
une cagoule sur la tête, et avec cette cagoule sur la tête, afin qu'il soit dans les mêmes conditions que pendant sa détention, il a reconnu l'aboiement du chien, un berger allemand qui se trouvait dans la cour du pavillon. Alors tout cela a conduit à une piste, les locataires du pavillon, Bien sûr. Alors malgré ces preuves accablantes, les locataires de ce pavillon n'ont toujours rien avoué. Il s'agit d'un certain Marc Le Gaillan, 30 ans, et son épouse. Marc Le Gaillan était le fils d'un cafetier interpellé mercredi dernier par la brigade criminelle. Autre preuve que les policiers détiennent, ils sont persuadés que c'est avec la 4L de ce Marc Le Gaillan que le baron Ompin a été transporté dimanche soir, lundi soir, lors de sa libération. De plus, les policiers ont lancé un avis de recherche, 4 avis de recherche, 3 hommes et une femme, qui viennent s'ajouter à l'avis de recherche du frère d'Alain Caillol, qui n'est toujours pas reparu à son domicile de Grenoble, où il a cependant téléphoné ces jours-ci en faisant croire qu'il téléphonait d'Italie, mais il est bien évident que le frère d'Alain Caillol n'est pas en Italie. Je voudrais, avant de terminer, vous dire un mot de la santé du baron Ompin. Nous avons dit au début qu'il était sorti de l'hôpital. C'est donc un signe évident qu'il va mieux. Il retournera à cet hôpital américain de Neuilly pour passer d'autres visites, d'autres tests. Il n'y a pratiquement plus de pétrole dans les soutes de la Moko Cadiz. Voilà une certitude après un nouveau grenadage en fin d'après-midi. Voilà donc qui va enfin permettre à toutes les communes sinistrées de pouvoir décaper plus utilement les plages sans risque de nouveaux afflux de pétrole. Dans le Finistère et dans les Côtes du Nord, eh bien, on s'est organisé. On se prépare à accueillir les volontaires qui ont répondu si nombreux à nos appels, même si l'organisation de ces secours posera quelques petits problèmes. Je crois que les Bretons auront été touchés par cet élan de solidarité si sensible hier soir dans notre magazine Question de temps. Noël Mamère. Oui, alors justement, il y a une information importante que je donnais tout à l'heure dans les titres, c'est que l'État a décidé d'assurer la gratuité des transports et de l'hébergement pour tous les groupes qui vont arriver en Bretagne et qui sont organisés et agréés. Je vous rappelle très brièvement quelles sont les conditions qu'il faut remplir. Il faut être âgé de plus de 17 ans, organisé en groupe de 30, encadré par des responsables d'associations et de mouvements de jeunesse, et il faut s'engager à partir en Bretagne pour une période minimum d'une semaine, mais nous y reviendrons dans C'est la vie sur tous ces points. Et puis les communes font parfois preuve d'astuce. À Trégastel, par exemple, on utilise une sorte de plâtre à prise rapide, une prise rapide qui, nappée sur les plages goudronnées, se retire ensuite très facilement avec de simples fourches. Le point à Port-Salle, Jean-Marc Ilouz. C'est déjà ça, il n'y a plus ce soir une seule goutte de pétrole dans les soutes de la Moko Cadiz. Les plongeurs des mineurs de la Marine nationale ont en effet renouvelé aujourd'hui leur double opération de grenadage et de pétardement de l'épave du pétrolier. Malgré les 3 énormes brèches ouvertes dans la coque par le bombardement d'hier, on estimait qu'il subsistait encore quelques poches de pétrole, notamment dans les soutes de propulsion situées sous le château. Les plongeurs venus de Toulon se sont donc remis au travail cet après-midi en plaçant de nouvelles charges à retardement sur les parois du navire. Après les explosions, pour faire bonne mesure, les hélicoptères ont procédé à un dernier lâcher de grenades au-dessus du bâtiment. Transformée en véritable passoire, la Moko Cadiz est donc enfin vidée de toute sa cargaison. Il reste maintenant le plus difficile, la récupérer et faire face également à la marée des indemnisations. Les plus touchés. À l'ouest de Roscoff, voici Moguériec. 300 habitants qui depuis des générations vivent de la pêche. Ne vivent que de la pêche, celle des crustacés. Le ciel s'est levé, les bateaux sont parés comme à l'accoutumée, mais ce matin, personne ne partira. Nous ne pouvons pas ramener les crabes dans les viviers qui sont en communication avec la mer, vu que si on passe dans des nappes de gasoil, tous les crabes seraient pollués en rentrant à terre. Comment vous voyez l'avenir? Pour cette année, c'est foutu. Hein. La saison est foutue pour l'araignée qui finit en juin. Pour le tourteau, quand on travaille dans des fonds plus profonds, 50 à 100 mètres, peut-être qu'il y aura quelques tourteaux, mais avec le gasoil qui va se déposer au fond de la Manche, on ne sait rien. Hein. Ici, on n'a guère l'habitude de se plaindre, mais la réalité est là. Certains pêcheurs de Moguériec réalisent près de 3/4 de leurs gains annuels pendant cette période-ci de l'année. Désormais, il ne leur reste plus qu'à déposer leur rôle. Mais comment faire face? La plupart sont endettés. Bien sûr, le Crédit Maritime se montre compréhensif et repousse les échéances, mais pour combien de temps encore? Pour parer au plus pressé, le gouvernement a déjà débloqué 5 millions de francs à titre de provision. Et c'est ici, au comité des pêches de Brest, que l'on prépare les versements de cette première indemnisation. 1 244 francs par pêcheur pour compenser les 15 premiers jours d'arrêt de travail.
Un ballon d'oxygène apprécié, mais une mesure qui à elle seule ne saurait régler les problèmes de l'avenir. Attention, il s'agit en fait que d'une première provision pour couvrir la perte et le manque à gagner des derniers 15 jours, c'est-à-dire depuis l'accident. Mais en aucun cas, ça ne suffira pour l'ensemble du préjudice. Pour l'avenir, le dossier qui actuellement est ouvert, il faut que ce dossier reste ouvert aussi longtemps qu'il faudra. C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer de façon précise et totale le préjudice actuellement incalculable que nous avons subi. Oui, le préjudice matériel et biologique est incalculable. La marée noire n'a pas épargné Maugariec, et si tout le monde ici s'est immédiatement attelé au nettoiement de la plage, on sait que pour les grands fonds où s'est déposé le pétrole, on ne pourra rien avant longtemps. Jugement au procès du CES Payron, le deuxième procès, celui qui devait définir la responsabilité des constructeurs. Après 3 mois de procès, 4 ans d'instruction, et puis 5 ans après cette catastrophe qui avait fait, je vous le rappelle, 20 morts, dont 16 enfants. Voici enfin le verdict. Un verdict qui sera contesté, Paul Lefebvre. Oui, à côté de moi cet après-midi, Patrick, il y avait une dame qui se bouchait les oreilles avec ses poings pour tenter de ne plus imaginer une nouvelle fois comment en combien de temps est mort son enfant. Alors sur les 9 prévenus, 4 ont été relaxés. Reste M. Jean Renaud, directeur du ministère de l'Éducation nationale du service de la construction. Il a dit, vous savez, moi je supervisais, je fixais les grandes orientations, je ne voyais pas les détails. Le tribunal a répondu, vous n'avez exercé aucun contrôle, votre négligence est l'une des causes de la catastrophe. Un an de... Bon là. Le gouvernement a déjà débloqué 5 millions de francs à titre de provision. Et c'est ici, au comité des pêches de Brest, que l'on prépare les versements de cette première indemnisation. 1244 francs par pêcheur pour compenser les 15 premiers jours d'arrêt de travail. Un ballon d'oxygène apprécié, mais une mesure qui à elle seule ne saurait régler les problèmes de l'avenir. Attention, il s'agit en fait que d'une première provision pour couvrir la perte et le manque à gagner des derniers 15 jours, c'est-à-dire depuis l'accident. Mais en aucun cas, ça ne suffira pour l'ensemble du préjudice. Pour l'avenir, le dossier qui actuellement est ouvert, il faut que ce dossier reste ouvert aussi longtemps qu'il faudra. C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer de façon précise et totale le préjudice actuellement incalculable que nous avons subi. Oui, le préjudice matériel et biologique est incalculable. La marée noire n'a pas épargné Maugariec, et si tout le monde ici s'est immédiatement attelé au nettoiement de la plage, on sait que pour les grands fonds où s'est déposé le pétrole, on ne pourra rien avant longtemps. Jugement au procès du CES Payron, le deuxième procès, celui qui devait définir la responsabilité des constructeurs. Après 3 mois de procès, 4 ans d'instruction, et puis 5 ans après cette catastrophe qui avait fait, je vous le rappelle, 20 morts, dont 16 enfants. Voici enfin le verdict. Un verdict qui sera contesté, Paul Lefebvre. Oui, à côté de moi cet après-midi, Patrick, il y avait une dame qui se bouchait les oreilles avec ses poings pour tenter de ne plus imaginer une nouvelle fois comment en combien de temps est mort son enfant. Alors sur les 9 prévenus, 4 ont été relaxés. Reste M. Jean Renaud, directeur du ministère de l'Éducation nationale du service de la construction. Il a dit, vous savez, moi je supervisais, je fixais les grandes orientations, je ne voyais pas les détails. Le tribunal a répondu, vous n'avez exercé aucun contrôle, votre négligence est l'une des causes de la catastrophe. 1 an de prison avec sursis couvert par la loi d'amnistie de 1974. Monsieur Albert Bouzou, le patron de la construction scolaire de l'Académie de Paris, je ne m'occupais que des problèmes financiers ou des problèmes de délai. Le tribunal, pas du tout. Vous étiez également responsable de la bonne exécution des travaux. 8 mois avec sursis, également amnistié. Son adjoint, Claude Dufaux, 4 mois avec sursis, amnistié. Michel Kate, l'architecte, imprudence, négligence, non-observation des règlements. Vous étiez, a dit le président Kopp, le premier responsable de la construction, 15 mois avec sursis. Enfin, Hubert Lefebvre, le PDG constructeur qui avait la responsabilité technique quotidienne de la construction et à qui on reprochait en particulier de ne pas avoir mis de coupe-feu ou d'utiliser des matériaux inflammables, 18 mois avec sursis. En marge de cela, s'ajoutent quelques 400 millions d'anciens francs de dommages et intérêts. Alors, si l'on met un peu de côté l'aspect dérisoire de tout cet argent et de ces condamnations plus ou moins effacées qui ne rendront pas les enfants, le procès du CES Payron a été celui des réglementations tatillonnes, des structures inutiles et incompétentes, de l'irresponsabilité érigée en système ou en habitude. Certaines choses ont déjà été changées, heureusement, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si on n'a pas construit le CES pour y mettre le feu, on ne l'a pas non plus construit pour résister longtemps. La météo maintenant, eh bien, le temps sera généralement frais. Dans l'est et le sud-est, les pluies matinales seront suivies d'un temps variable. Sur les autres régions, des périodes ensoleillées, mais les pluies gagneront en fin de journée la moitié ouest.
température sans grand changement. À l'instant, les numéros du loto, le 4, le 7, le 15, le 21, le 24, le 28, numéro complémentaire, le 39. Voilà, Gérard Rolls vous présentera le dernier journal vers 23h30, c'est-à-dire après le grand échiquier de Jacques Chancel. Jacques Chancel qui a écrit un bien joli livre que je vante parce que c'est beaucoup plus qu'un travail de journaliste, c'est un travail d'écrivain tout court. Voilà, il s'appelle Le temps d'un regard. Fini pour les compliments. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi avec toute l'équipe d'A2. Bonsoir à tous, à demain.